Bonjour à tous, je suis très heureux de vous faire cette petite vidéo qui va figurer sur ma chaîne YouTube comme les centaines de vidéos déjà présentes. Je voulais confirmer mes travaux d'aujourd'hui et tous mes sprints entre guillemets pour permettre à tous les candidats qui finissent leur parcours 2025 d'être dans les meilleures conditions. Je voudrais d'abord dire que par ordre chronologique, à partir du 6 octobre jusqu'au 10 octobre, mes DEC VAE vont passer l'épreuve finale de l'exposé devant le jury qui va confirmer, autant que faire se peut, qui va confirmer la possibilité, Recording in progress. bien sûr, de pouvoir générer un dossier qui a été réalisé pendant plusieurs semaines avec le groupe et moi-même pour que vous puissiez, les DEC VAE, faire le maximum. Je vous ai remis également sur le réseau LinkedIn la liste, en respectant le RGPD, de mes 19 candidats DEC VAE autour desquels j'ai beaucoup d'espoir. Beaucoup d'espoir parce que je me rends compte que la lettre ouverte que j'ai envoyée à Madame la Présidente a eu beaucoup d'effets positifs. Il y a même des collègues membres du jury VAE qui m'ont dit vraiment, Francis, tu as raison, tes arguments, ils sont très forts. Ben, j'aime croire que les membres du jury DEC VAE 2025 seront avertis de ces propositions et qu'il n'y ait pas de divergence absolument inadmissible. Et moi, j'en parle en connaissance de cause, puisque je suis l'un des rares formateurs à avoir des groupes de DEC traditionnels et à maintenant des groupes de DEC VAE. Quand j'ai 90% de résultats au mémoire en DEC traditionnel et que j'ai 6 à 10% de résultats meilleurs que sur le plan national en VAE, je ne comprends pas. Car les candidats VAE, pour moi, sont largement aussi, je dirais, forts, entre guillemets, au niveau de leur savoir, que les candidats au DEC traditionnel. Je voudrais donc que cette période entre 6 et le 10 octobre, qui sera couronnée par des débriefings chaque soir, entre 19h et 20h. Le premier débriefing, ce sera le 5 au soir, dimanche soir. De 19 à 20h, je vais remonter le moral de la troupe, de ceux en particulier qui passeront le 6. Le 6 au soir, on va débriefer avec ceux qui ont passé le 6 et tous ceux qui vont passer les jours suivants jusqu'au 8 au soir, puisque la dernière journée pour mes candidats, a priori, c'est le 9. Il n'y a personne qui est convoqué le 10. Il est évident que, à travers les débriefings, vous comprenez que ceux qui passent le 9, le 8, le 7, ils ont un certain nombre d'informations complémentaires sur, je dirais, le ressenti de leurs collègues du 6, et ça aide quand même pas mal les candidats. Mais cette année, je le dis honnêtement, il y aura de meilleurs résultats sur l'ensemble au niveau national. Ce qui m'a fait plaisir, c'est que durant le congrès, un certain nombre de candidats VAE sont bien sûr allés voir beaucoup de stands du CNOC et en particulier, ils sont allés rencontrer les collègues de l'annexe. Et voici quelques années, il y avait un président de l'annexe, dont j'ai oublié le nom, qui était vraiment furieux après la VAE, c'était absolument pas normal, etc. C'était un 3 qu'on leur donnait, c'était vraiment de la complaisance, etc., etc. Moi, je demandais à tous mes candidats VAE, dont certains ont presque mon âge, de pouvoir adhérer à l'annexe. Ils ont tous suivi mes conseils et les rapports qu'ont eu cette année au Congrès mes candidats de l'année 2025 avec l'annexe ont été très appréciés. L'annexe, du moins les présidents actuels, sont tout à fait ouverts à cette VAE. Ils comprennent l'intérêt d'ouvrir la VAE d'une manière plus importante et j'avoue que cette information me fait énormément plaisir. À partir du mois de novembre, j'aurai deux groupes. J'aurai le groupe
des DSCG mémoire. Et là, j'avoue que c'est pour moi assez intéressant puisque là, je vais retrouver probablement une fonction de membre du jury dans mon académie pour le mémoire DSCG traditionnel. Mais en dehors de la préparation au mémoire DSCG traditionnel, j'aurai en même temps les soutenances des mémoires pour le DEC. Et j'aimerais vous dire comment je peux éventuellement vous apporter un précieux concours. En effet, si mes 10 ou 12 candidats qui passent le mémoire avec moi et qui ont préparé le mémoire avec moi, il est évident que je connais bien le mémoire, et les soutenances blanches que je leur propose, du moins la proposition de soutenance de 10 minutes que je leur propose, est relativement facile pour moi, compte tenu que je connais bien sûr très bien leur mémoire. Mais par contre, je m'adresse à vous, madame, mesdemoiselles et messieurs, qui étaient donc amenés à déposer votre mémoire pour le 1er septembre et que actuellement vous êtes en train de préparer la soutenance. Si vous voulez un essai gratuit, j'ai bien dit, de votre mémoire, je vous propose de m'envoyer uniquement votre état civil pour savoir dans quel pays, dans quelle région, vous m'envoyez le titre de votre mémoire et vous m'envoyez votre sommaire. Ça, c'est la première étape. Eh bien, je vous promets qu'avec ces éléments-là, je vais être capable de vous faire une soutenance de 10 minutes. Je prends ce défi de vous faire une soutenance de 10 minutes. Vous allez la recevoir par vidéo et vous allez juger. Si cela vous intéresse, vous allez regarder les barèmes que que je propose sur le CPF, mais je rappelle, ces barèmes ne sont pas impératifs, ils sont indicatifs. Et s'il y a du monde, il y aura des barèmes très attractifs pour cette période. Parce que une fois que vous avez vu cette soutenance que j'ai réalisée pour vous au travers des documents que je viens de citer, vous verrez comment je travaille. Et ensuite, deuxième étape longue, celle-là, parce que nous sommes que bientôt la fin septembre, il nous reste tout le mois d'octobre et pour beaucoup d'entre eux, au moins 3 à 4 semaines en novembre. Vous imaginez, ça me fait 8 semaines avec 50 rendez-vous possibles dans la semaine pour les rendez-vous individuels. Eh bien, vous verrez que j'ai fait votre mémoire. Je vais bien sûr le lire à tête reposée et je vais ensuite faire des soutenances pour lesquelles vous allez faire 10 minutes. Et ensuite, c'est ça l'intérêt, c'est que j'ai fait passer 562 mémoires dans ma vie professionnelle. Donc, je connais les questions que l'on peut bien sûr poser et je sais analyser sur un plan psychologique, technique, hein, avec les hard skills ou alors les soft skills, je peux analyser un certain nombre de choses et vous conseiller. J'avoue que j'ai rarement eu, je dirais, au niveau de mon rôle de soutenance, j'ai rarement eu pour des candidats qui n'avaient pas fait le mémoire avec moi, mais qui m'avaient sollicité pour la soutenance, j'ai rarement vraiment, je dirais, une sur peut-être 50, j'ai rarement eu des personnes qui ont été balayées au mémoire. Par contre, j'ai même des candidats qui avaient eu 10 au mémoire et qui avaient des difficultés, faut être clair, qui avaient des difficultés pour éventuellement avoir leur DEC à cause d'une mauvaise note ou d'une note insuffisante en UV2. Quand vous avez 10 au mémoire et que vous n'êtes pas très fort en UV2, vous avez du mal à devenir expert comptable. Eh bien, ça m'est arrivé à 6 reprises, avec des Camerounaises, avec des Français, avec des personnes du Maroc, de leur conseiller de redéposer le mémoire, de l'améliorer avec moi, mais pas de manière importante, et de refaire des soutenances convaincantes pour expliquer que vous avez envie d'être à jour parce que vous dites que le mémoire qui date de 2 ans ou 3 ans mérite une mise à jour et c'est pourquoi vous avez tenté de représenter un mémoire pour être informé que le juge, c'est-à-dire les examinateurs, soient vraiment informés des dernières mesures et que vous ambitionnez, ça fait plaisir, que cette mémoire puisse servir la profession et soit déposée à la bibliothèque.
avec une note inférieure à 14, c'est pas possible. Alors moi, il m'est arrivé d'avoir des candidats avec 10. Bon, certains ont eu 12, 13 et 3. Alors, il y en a deux qui ont eu 12, un qui a eu 13 et 3 ou 4 qui ont eu 14. Ce qui veut dire qu'on avait retravaillé le mémoire et ces gens-là ont été diplômés grâce à cela. S'ils n'avaient pas repassé le mémoire, ils étaient toujours avec leurs 7 et 8 en DEC VAE, qu'ils avaient quelquefois 11 en UV1 et 10 au mémoire, ils n'avaient qu'un point d'avance et ils perdaient toujours leur DEC à cause de l'UV2. Ça, c'est encore un cas qui est très intéressant pour certains d'entre vous de repasser à mémoire quand vous avez 10 sur 20 et vous demandez par rapport au ressenti que vous avez eu avec le jury, vous redemandez soit le même jury, mais si vous sentez que le jury n'était pas toujours d'une empathie extraordinaire ou d'une sympathie suffisante, vous changez de jury. C'est-à-dire que moi, je dis toujours à des candidats, quand vous avez 8 et plus en mémoire, c'est-à-dire 9, et que vous êtes non validé, vous devez redemander le même jury. Par contre, si vous avez eu 7 et moins, vous changez de jury. C'est ma façon de conseiller mes candidats. Alors, voyez-vous, à travers ce travail, uniquement au niveau du sommaire et en particulier du titre et de votre état civil, je fais une soutenance, proposition d'une soutenance qui peut être très intéressante pour vous. Vous la recevez en vidéo et ensuite je décortique et je fais mon travail durant les 8 semaines qui vont nous permettre d'atteindre votre convocation. Je donne un petit exemple comme ça. La veille au soir de votre convocation officielle, je vous propose un rendez-vous. Et si vous le souhaitez, par rapport à l'heure de votre passage, qui peut être le matin ou l'après-midi, je vous repropose. Mais ça, vous n'êtes pas obligé d'accepter parce qu'il ne faut pas non plus avoir une tête trop pleine, il faut avoir une tête bien faite. Et je vous conseille aussi un certain nombre de techniques pour casser, je dis bien casser votre fréquence cardiaque et en même temps de pouvoir obtenir une certaine sérénité quand vous arrivez devant le jury. Et vous avez ensuite sur d'autres vidéos les conseils quand vous arrivez devant le jury. Donc, pour la soutenance, je suis à fond pour vous aider. Et sachez que je vous promets, si vous échouez, je vous reprends pour 2 sessions consécutives sans supplément, je vous le dis, je m'engage toujours pour 3 sessions. Je suis l'un des rares formateurs à s'engager pour 3 sessions. Bien, je vois que mes cheveux repoussent, c'est formidable, et j'essaye de les remettre en place. Bon, je voudrais aussi vous dire que, en dehors de ce mémoire, j'organise tous les samedis matins de 8 à 9h30 et de 9h30 à 12h, UV1 d'abord et UV2 ensuite. Alors, bien sûr, comment je travaille? Je travaille en regardant les annales et en commentant, mais aussi, c'est ça qui est très important, en remettant des choses qui sont incontournables. C'est une bibliothèque numérique à jour de manière, je dirais, vraiment assez originale. Il y a des dossiers sur la gestion avec toutes les grandes nouveautés, des missions des experts comptables, des missions des commissaires aux comptes. Il y a aussi la finance, il y a aussi le RSE, il y a aussi, je dirais, tout ce qui est le développement personnel, le bien-être, l'informatique et intelligence artificielle. Il y a tous des dossiers avec de nombreux ouvrages, de nombreux articles. Alors, pourquoi j'insiste sur la bibliothèque numérique? Parce que d'abord, ça servit également les dossiers de mes VAE, aussi bien DSCG que DEC-VAE, mais ça peut surtout servir à remplir votre lexique documentaire, car vous savez que mon originalité pour préparer l'UV2, c'est avoir une documentation vraiment adaptée pour vous permettre de gagner. Et cette documentation, elle est basée d'abord sur la réalisation, qui peut prendre beaucoup de temps, mais qui est formidable. C'est le lexique documentaire que vous mettez tous les articles par ordre alphabétique sur un dossier Excel. Vous les mettez en numérique, tous les articles, et ensuite, quelques jours avant l'examen, vous imprimez papier tous ces documents rangés par rapport à votre lexique documentaire sur Excel. Je vous signale qu'il y a des candidats qui avaient sur leur lexique documentaire 3000 à 4000 lignes, mais le record, c'était un Montpellierin qui avait jamais eu plus de 6 à l'UV2 et qui avait 8000 lignes.
il a passé avec moi, parce que avant de me connaître, il passait plusieurs fois l'UV2, il avait toujours des notes inférieures à 6, parce qu'il n'était pas orienté pour l'expertise, il a eu une grave maladie, il devait être prof de sport, et son papa étant expert comptable, il a repris pour qu'il passe le DCG, etc., en vitesse, quoi, comme on dit, le DSCG, et il est arrivé chez nous avec peu d'expérience professionnelle, je crois 4 ans ou 5 ans, pas plus. Et en conséquence, il était prof aussi, je dirais, capable de faire une étude professionnelle de l'UV2. Mais grâce à cette méthode, il a eu 11, je n'ai pas dit qu'il a eu 18, mais avoir 11 et être reçu au DEC, qu'est-ce qu'il faut demander de plus? C'est le diplôme qui compte. On ne va jamais vous demander les notes que vous avez eues au DEC. Vous êtes diplômé, vous êtes expert comptable comme tout le monde. Et je rappelle que les DEC, VAE, comme les DEC traditionnels, ils ont le même diplôme. Le DSCG VAE et le DSCG traditionnel, ils ont le même diplôme. Le DCG traditionnel et le DCG VAE, ils ont le même diplôme. Moi, j'ai participé à ces trois examens traditionnels et VAE, DCG, DSCG et DEC, et j'ai pas peur de dire que j'ai eu des candidats VAE qui, dans certaines sessions, étaient nettement plus forts que les DEC traditionnels. Cette année, j'ai deux groupes très similaires au niveau de la qualité, de la valeur et de l'expérience. N'oubliez pas qu'en VAE, j'ai des candidats qui vont de 30 ans à 65 ans, et puis j'ai des candidats en traditionnel qui vont de 28 ans à 46 ans, 48 ans. Donc, voyez-vous, il y a quand même, je dirais, un âge beaucoup plus élevé pour la VAE, et ça s'explique normalement. Alors, en dehors de ces trois épreuves du DEC traditionnel, tout est enregistré en vidéo, c'est-à-dire que les candidats qui suivent mes cours ont tous les cours en vidéo, de A à Z, avec la date de la vidéo, et etc. L'UV1 d'un côté, l'UV2, les soutenances mémoire, ils ont tout la possibilité de récupérer. Alors, je travaille sur deux visioconférences, c'est-à-dire sur Teams. J'aime pas trop. Sur Zoom, j'ai commencé voici quelques jours et ça me paraît donc plus intéressant. On verra dans quelques jours quand je serai un petit peu plus, je dirais, expérimenté. Je voudrais terminer pour la dernière épreuve du mois de novembre. C'est l'épreuve de DSCG VAE. Alors, contrairement au DSCG VAE qui se déroule pour les étrangers et les métropolitains à Arcueil, pour les amis d'outre-mer, eh bien, il est évident sur un territoire français qu'ils vont passer leur épreuve dans leur académie, Réunion, Guadeloupe, Martinique ou autre pays d'outre-mer. Et ils ont de la chance, ça évite bien sûr de gros frais de déplacement. Autre bonne nouvelle, peut-être que ça n'a pas encore été fait, mais moi, si j'étais candidat VAE avec les difficultés pour avoir un visa, eh bien, je suis de l'Afrique, je demanderais, si cela est possible, de passer mon DEC VAE ou mon DSCG VAE à Cotonou, comme cela est possible aujourd'hui pour nos amis du DEC traditionnel qui passent les épreuves écrites et le mémoire à distance à Cotonou. Avouez que pour les amis du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun et du Tchad, et voilà tous les candidats que j'ai en gros là, dans ces différentes formations, eh bien, ils pourront éventuellement tenter. Alors, aujourd'hui, je n'ai pas eu écho que les DEC VAE pouvaient passer leur épreuve au mois d'octobre à Cotonou, mais j'avoue que c'est une démarche que je ferais si j'étais l'un de ces candidats du Tchad, l'un de ces candidats de la Côte d'Ivoire, l'un de ces candidats du Cameroun et l'un de ces candidats du Congo. Tout ça, c'est à eux de m'écouter et de voir l'intérêt d'eux. Je voudrais donc rappeler que je vais former à partir du 12 octobre jusqu'à leur date de convocation, mais déjà ils peuvent prendre des rendez-vous. Je vais former tous mes candidats à l'épreuve d'exposé du DSCG à travers les sept UV qu'ils préparent. Alors, pour être sûr de gagner ce DSCG VAE, moi, il y a un conseil qui est évident, c'est de pouvoir acquérir
les pochettes Corroy. Corroy, C-O-2-R-O-Y. Vous avez le site, vous mettez édition Corroy. Le directeur est président de cette société ô combien importante pour les profs de DEC, DSCG et DCG. C'est ces pochettes qui sont fabriquées à Saint-Étienne, ville très footballistique. Comme moi qui aime bien le foot, c'est un club que j'ai toujours aimé. Mais là, c'est autre chose parce que les pochettes Corroy, surtout pour le DSCG VAE, il faut absolument acquérir les pochettes 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez me dire, pourquoi pas la 6 et la 7? Parce que pour l'instant, Corroy n'a pas fait ses pochettes 6 et 7, mais Francis, avec tout ce qu'il a vécu, il est capable de vous aider à être performant pour l'exposé du 6 et l'exposé du 7. Et puis, vous avez des extraits de bibliothèque numérique en anglais, puisque j'ai mis un dossier en anglais avec toute la possibilité de recommencer l'anglais pour être capable d'avoir un anglais professionnel adapté pendant plusieurs semaines. Et je crois qu'il faut apprendre, pour ceux qui passent l'UV6 du DSCG, apprendre à vous présenter en anglais pendant 2-3 minutes. Ça, c'est ce que je vous conseille pour les DSCG VAE, qui passent l'UV6 et l'UV7. L'UV7, c'est le mémoire, mais vous devez le remplacer par des dossiers équivalents. Alors moi, j'ai conseillé à mes candidats de faire une étude documentaire, c'est-à-dire des recherches sur la toile ou des recherches à travers vos propres lectures pour faire un ramassis de textes de grands auteurs, très professionnels, de grands auteurs, pour faire une étude technique sur un thème très pointu, comme la facturation électronique, comme l'épargne salariale, comme éventuellement le contrôle fiscal, tous des textes qui peuvent être intéressants pour le lecteur expert comptable ou le lecteur cadre comptable pour les DSCG ou le DCG. N'oubliez pas que vos travaux ne sont pas faits pour des dirigeants d'entreprise. Vos travaux doivent être faits au départ comme objectif pour, et là, ne l'oubliez pas, pour un mémoire, ça doit être fait pour les experts comptables et non pas que les experts comptables ensuite l'utilisent pour mieux servir leurs clients, c'est notre objectif. Mais au départ, un mémoire est fait pour, en priorité, les lecteurs experts comptables. Alors, je voudrais revenir sur les documentations qui pourraient être, je dirais, acquises très rapidement et qui pourraient vous donner le moyen de passer les épreuves du DEC en particulier ou du DSCG traditionnel. Moi, je considère que pour le DSCG, les pochettes qui sont absolument nécessaires, aussi bien pour les épreuves du DSCG VAE que pour les épreuves du DEC traditionnel, sont les suivantes. Pour moi, pour ceux qui préparent les épreuves du DSCG traditionnel, les 5 UV écrites, en particulier 1 à 5, doivent être couronnées par l'achat des pochettes Corroy DSCG. Et en plus, je conseille à nos amis du DSCG, pour bien préparer les épreuves qu'ils vont rencontrer, je leur conseille également de faire l'acquisition de 4 pochettes du DCG, Corroy, c'est-à-dire en particulier le droit des sociétés, le droit fiscal, le droit social et surtout la compta approfondie du DCG avec des corrigés très actualisés, avec des rédacteurs qui sont membres de ces 3 examens comme membres du jury DEC, DSCG et DCG. Et pour mes amis du DEC qui veulent avoir vraiment la chance de pouvoir partir avec une documentation, je dirais, exceptionnelle, en dehors de votre lexique documentaire, je recommande, parce que vous, en DEC, vous avez une chance extraordinaire. Vous pouvez, moi, j'ai jamais passé un examen avec la documentation, hein. Moi, j'ai passé des épreuves de révision comptable que vous appelez aujourd'hui UV2, avec 6 heures et demie d'épreuves, sans calculatrice et sans documentation. Alors, vous imaginez, quand je vois
toutes les conditions aujourd'hui que vous avez, si vous suivez mes conseils pour éventuellement arriver à être en forme pour l'épreuve UV2, voilà ce que je vais vous conseiller. D'abord, deux choses importantes. Retenez bien, il y a 270 minutes pour faire l'épreuve, 4h30. Il y a 30 minutes pour la lecture rapide de l'énoncé et la relecture de votre composition et de la numérotation de vos copies. Quand je dis lecture rapide de votre énoncé, c'est simplement pour permettre de savoir par quel dossier vous allez commencer. Mais dans la présentation de vos copies, je vous demande de faire un sommaire à la première page. Dossier 1, éventuellement page Intel que vous faites à la fin, dossier 2, page Intel et éventuellement dossier 3, ça arrive qu'il y ait aussi un dossier 4, mais c'est très rarissime, mais normalement il y a un dossier. L'avantage, c'est que normalement sur l'énoncé, vous avez le nombre de points par dossier. Et ça, c'est important. Et n'oubliez pas que la correction du DEC-VAE est faite sur 100 points, ce qui est avantageux. Parce que même si vous avez répondu à une question qui n'est pas suffisamment claire, vous aurez sur 100 points des barèmes qui normalement c'était 1 point sur 20, mais là c'est 5 points sur 100. Eh bien, le jury que j'ai été, on a plus tendance à mettre 1 point ou 2, même si c'est insuffisant, sur 5, que mettre 0 si c'est coefficient 1 ou si c'est coefficient 1, c'est-à-dire 20. Et là, avec un barème sur 100, c'est avantageux pour vous. Et forcément, les corrections sont effectuées par deux examinateurs qui, je pense que ça n'a peut-être pas changé depuis l'année dernière, ils ne se connaissent pas. Donc, ils ne connaissent pas les notes du premier et ils ne peuvent pas correspondre comme cela se fait en DSCG, où on connaît avec qui on corrige les épreuves écrites et bien sûr, on se rapproche par téléphone pour voir chacun des numéros de copie qu'on a corrigés l'un et l'autre et on essaie de trouver le moyen de se rapprocher avec 2 points de différence maximum pour que la moyenne puisse se faire rapidement et qu'il n'y ait pas de troisième correction. Mais à moins que cela soit changé pour le DEC UV2 et UV1, je n'ai pas. Pour l'UV1, il y a rarement des écarts de points, mais par contre, pour l'UV2, il y a des écarts de points qui s'expliquent. Parce qu'il n'y a pas de corrigés impératifs. Il y a des corrigés qui disent à vous de voir, dans certains cas, moi j'ai tous les corrigés officiels, à vous de voir comment le candidat a raisonné sur un plan professionnel et la solution qui est présentée à titre indicatif par le corrigé n'est pas forcément la seule. Donc tout ça vous amène à pouvoir évoquer des différences de points entre les deux correcteurs. Alors, quand j'étais membre du jury et que j'étais troisième correcteur, les écarts, c'était sur sur 2 points, pardon, sur 2 points. Alors là, évidemment, il y avait beaucoup de troisième correction et ça faisait beaucoup d'argent parce que même si c'était la troisième correction pour moi, il y avait des honoraires qui sont pas très, très importants, mais quand vous multipliez les troisièmes corrections, comme l'État français est actuellement en difficulté impressionnante, ils n'ont pas envie de payer plus pour faire passer le DEC. Donc, voici quelques années. Au lieu de 4 points, ils ont réduit, hein, au lieu de 4 points, ils ont réduit à 2 points. Donc, en conséquence, aujourd'hui, c'est points aujourd'hui, pardon. Et avant, c'était 2 points. Donc, vous imaginez que forcément, cela provoque moins de copies à corriger automatiquement. Parce que quand vous avez un candidat qui a eu 7 et qui a eu 10, eh ben, on fait la moyenne. Avant, on faisait une troisième correction quand j'étais encore membre de ce jury. Alors, j'aimerais que vous reteniez pour l'UV2 plusieurs choses. Donc, je viens de vous dire 270 minutes, 30 minutes, et après, je voudrais que vous reteniez ceci. Comme il y a 240 minutes pour la lecture attendue, attentionnée de votre énoncé par le dossier que vous allez commencer, je veux que les 240 minutes pour 20 points, ça fait 12 minutes par point. Et je veux que vous fassiez des feuilles de brouillon. Dossier 1, 6 points, 72 minutes. Dossier 2, 7 points, 84, oui, 84 minutes. Et le dossier 3, le nombre de points, 96 minutes. Bon, bref. Tout ça, c'est fondamental. Parce que pour un dossier du V2, le jury exige
que le candidat se comporte non pas comme un candidat, mais comme un futur expert comptable. C'est-à-dire qu'il soigne son écriture, qu'il fasse de beaux dossiers 1, dossier 2, etc. Comme si c'était vraiment un travail, je dirais, à la fois respectable pour le client que vous avez, mais là, vous travaillez avec votre ordinateur. Et là aussi, je me rends compte qu'il y a des gens qui recopient les mémentos. C'est complètement ridicule. Parce que moi, au lieu d'embarquer comme l'annexe vous le propose, venez, on vous loue les 11 mémentos, c'est complètement débile. Pour moi, je dis que c'est complètement débile. Pourquoi? Eh bien, les corrigés que vous avez officiellement, ils vous disent qu'ils sont concis et précis. C'est pourquoi moi, je ne conseille qu'un seul mémento, audit et compta. Le reste, c'est votre lexique documentaire, bien sûr. Le reste, c'est aussi le code de commerce 2025-2026. Et le reste, c'est des ouvrages qui sont précis et concis et qui sont suffisants. Je répète, qui sont suffisants pour le DEC VAE, DEC UV2, pardon. C'est-à-dire les ouvrages de chez Fouché-Hatier, DSCG1, DSCG2, non, DSCG1 et 4, pardon, puisque c'est révision légale et contractuelle, et ça n'intéresse que ces deux UV. Vous prenez aussi la DCG, droit des sociétés, DCG, droit fiscal. C'est-à-dire, vous prenez chez Corroy pour partir en documentation. Alors moi, j'ai des candidats qui ont bien réussi leur épreuve du V2. Ils ont fait un lexique documentaire pour tous les autres documents qu'ils ont pu capter depuis plusieurs semaines à travers les articles que j'envoie, parce que moi, je suis abonné à tout. Je suis abonné à Actuel Expert Comptable, Actuel RH, je suis abonné à la Revue française de comptabilité, et je suis abonné à la Revue fiduciaire, et je suis abonné à SIC, et je suis abonné aux lettres de Compta Online, et je suis abonné à Magazine des CNCC, et puis j'ai d'autres sources d'informations dans mes lectures que j'envoie quotidiennement à mes auditeurs. Certains considèrent qu'ils n'ont pas à mettre ça dans leur lexique documentaire, d'autres le mettent, mais un lexique documentaire, il est adapté si vos légendes qui symbolisent l'article sont suffisamment claires. Si vous restez trop généraliste, vous allez avoir des réponses sur votre lexique documentaire qui seront aussi très généralistes et qui ne répondront pas précisément à un point de l'énoncé de votre dossier UV2. Je vous rassure, en mai 2025, le sujet était difficile. La moyenne était catastrophique puisqu'elle était autour de 7, alors que d'habitude elle est autour de 9. Eh bien, cette session de novembre 2025 sera, et je vous le dis, vous me direz de quoi quand vous aurez passé l'épreuve, elle sera beaucoup plus accessible. Autre point à retenir, j'ai dit 12 minutes par point et restez figé sur cette règle. Et après, je dis, écoutez bien, 3/5 de page par point. 3/5 de page par point, c'est-à-dire qu'en dehors du sommaire, vous avez entre 12 et 14 pages maximum, c'est-à-dire que vous demandez à l'appariteur, en arrivant, si vous constatez les feuilles qu'on vous a données, vous demandez quatre doubles feuilles, ça fait au total 16 feuilles, mais vous n'allez pas remplir 16 feuilles. Moi, j'ai déjà mis dans mes nombreuses corrections des copies à 32 pages où j'ai mis 2 et des copies à 12 pages où j'ai mis 13 ou 14 et même un coup 15. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une question de volume, parce que si vous prenez les 11 mémentos et vous demandez à votre grand-mère de vous remplacer, elle a un énoncé, elle voit un gros mot qu'elle ne connaît pas, elle prend un mémento avec, elle cherche le mot et elle recopie. Elle va faire 30 pages et elle aura un. Donc c'est pour vous dire que prendre les 11 mémentos, si vous aviez 4 jours et demi de travaux, là je dirais que vous avez intérêt. Dans un cabinet, les 11 mémentos sont indispensables. Mais réfléchissez les amis, en 4 heures et demie, vous devez apprivoiser vos 11 mémentos, c'est-à-dire les travailler durant ces semaines, les travailler à fond. Mais est-ce que vous avez vraiment le temps de travailler les 11 mémentos? Parce qu'il y a des gens qui arrivent à l'examen avec des livres qu'ils n'ont même pas regardés encore. Et ils regardent le sommaire des livres pour savoir s'ils ont la réponse. Mais c'est complètement ridicule. Il faut être organisé. Et grâce au lexique documentaire, grâce à la pochette Coroa, mais j'allais oublier,
un cas formidable aussi. C'est les travaux réalisés à la fois pour l'UV1 et pour l'UV2 d'un expert comptable tunisien naturalisé français et qui habite Paris, dont je vous ai déjà conseillé dans mes différentes communications le courriel, c'est les cas Amamou. Il a 250 QCM pour l'UV1, formidable. Tous mes candidats travaillent régulièrement tous ces QCM pour l'UV1. Il a 250 cas de révision contractuelle pour les experts comptables. Là, ce n'est pas des QCM, c'est des cas réels avec des corrigés à chaque fois. Et il a 250 cas de révision légale pour les commissaires aux comptes. Alors, quand vous avez les documents que je viens de dire, comment vous pouvez échouer? Non, vous ne pouvez pas échouer et retenez un point, 12 minutes. Ensuite, 3/5 de page par point, un sommaire et éventuellement, voici quelque temps, je voulais dire que la copie du candidat qui fait l'épreuve du V2, il doit se comporter comme professionnel. Eh bien, un professionnel, quand il fait une étude d'expertise, il fait une introduction et il fait une conclusion. Alors moi, je conseillais, mais maintenant, j'ai eu des retours où la moitié des correcteurs disaient que c'était bien et l'autre moitié disait que c'était inutile. Donc, à partir de là, je ne dis plus rien, mais moi, je faisais une introduction de la manière suivante. Madame, Monsieur, vous avez bien voulu me confier pour la fin de cette journée des dossiers relativement importants. Je me permets de vous remettre une composition synthétique afin de pouvoir tenter de répondre au mieux à vos demandeurs. Mais je reste forcément à votre disposition pour vous apporter d'autres précisions. Et c'était signé le candidat, et non pas, bien sûr, votre nom. Et je faisais une conclusion. Et voilà le style de conclusion. Je disais, l'ensemble des dossiers, alors conclusion, c'était conclusion à la fin, l'ensemble des dossiers que vous avez bien voulu me confier se rapproche des derniers congrès de l'expertise comptable et surtout également des journées nationales des commissaires aux comptes qui ont lieu chaque année au mois de décembre, alors que les congrès ont lieu actuellement au mois de septembre. Mais c'est très intéressant d'avoir eu ces dossiers et de voir que l'ensemble des travaux présentés par nos instances nationales m'ont permis en grande partie de pouvoir vous donner des précisions qui pourront encore être améliorées si vous le souhaitez et vous mettez bonne réception le candidat. Ça, c'était une conclusion qui faisait plaisir à la moitié des correcteurs et d'autres moitiés disaient, parce que moi, je demande toujours, quel que soit le résultat que vous aurez à vos épreuves écrites, moi, je demande toujours à mes candidats, et le siècle, il est tout à fait performant et il répond à toutes vos demandes, vous demandez la photocopie de vos compositions et les notes obtenues par les deux correcteurs et leur observation générale. Ça sert pour ceux qui doivent repasser une épreuve, surtout, parce que ceux qui ont le mémoire n'ont pas le commentaire, et c'est dommage, parce que moi je demande à ceux qui ont le DEC complet, et qui ont donc largement supérieur à 10 au mémoire, ils n'ont pas, c'est ça qui n'est pas normal, ils n'ont pas les appréciations du jury. Moi, je demande à tous mes candidats, mémorialistes ou pas mémorialistes, d'avoir la composition, la photocopie de leur composition avec l'ensemble. Et moi, quand j'ai des candidats qui viennent me voir et qui ont échoué aux épreuves UV2, par exemple, c'est le plus fréquent, eh bien, comme je leur demande de demander la composition, je sais où ils pêchent, pourquoi ils ont eu une mauvaise note. C'est à moi de trouver pour eux, d'une manière tout à fait personnelle, des moyens d'améliorer pour avoir la moyenne au moins à l'UV2. Alors, je vous ai exposé avec tout mon enthousiasme habituel l'ensemble des travaux. Je vous invite tous, les amis, à réfléchir. Vous avez un gars devant vous qui est passionné, un gars qui a une expérience comme peu d'examinateurs, je vous le dis, hein, parce que j'étais président en DCG, j'étais président en DSCG, j'étais membre du jury du DEC pendant 25 ans, j'ai fait passer plus de 562 mémoires, donc avouez quand même que j'ai une expérience. La couleur de mes cheveux justifie cette expérience. J'ai encore un dynamisme que vous pouvez apprécier, j'espère, et j'ai encore une force de persuasion, et vous voyez toutes mes recommandations auprès du jury. Moi, je ne suis pas en train de flatter mes candidats en disant qu'ils sont les meilleurs. Non, c'est objectif. Il y a des candidats
qui n'ont pas forcément pour l'instant le gabarit pour être expert comptable. Je ne parle pas de ceux de cette année, mais il y a des candidats qui ont été reçus, mais qui pour moi n'avaient pas le gabarit, hein. Moi, je dirais franchement qu'il y a des candidats qui ont été reçus. Si on me demandait de les embaucher, je les prendrais pas, hein. Donc ça, je vous dis pas qu'il y en a beaucoup, mais il y en a que je n'aurais jamais embauché, même s'ils sont diplômés. C'est pour ça que moi, pour la VAE, je suis un fanatique de la VAE, même si je suis agrégé, que j'ai passé tous les concours. Donc, j'ai normalement une tête bien faite, mais aussi par moments bien pleine, et puis que je suis amateur de l'économie, etc., etc. Eh bien, je dirais qu'il ne faut pas confondre connaissances et compétences. C'est pour ça que moi, j'ai appris la compta. Quand j'étais sorti d'un bac où j'étais un bac G2, parce que moi, je suis un bac G2, comme disait Sardou, hein, c'était vraiment le dernier des derniers. Eh bien, quand je suis arrivé après mon DCG en stage, pour faire le stage DCG, je ne connaissais pas grand-chose dans la réalité d'un cabinet. J'ai appris la compta pratique grâce à des autodidactes qui aujourd'hui, bien sûr, sont disparus, parce qu'à l'époque, moi, j'avais 21 ans, 22 ans, et eux, ils avaient 57, 58 ans. Donc, voyez-vous l'écart, ils ont 30 ans de plus que moi, donc ils sont tous centenaires, mais ils sont disparus. Ils m'ont appris la compta. Et à l'époque, je travaillais la comptabilité par décalque, c'est pour vous dire, hein. Et j'ai appris dans mon stage à mettre en place la TVA. Et comme j'étais quand même un professeur en même temps, je faisais un stage à un moment donné à temps partiel, j'étais réquisitionné par l'amicale des experts comptables de Lens et de Béthune pour faire des conférences sur la TVA, qui était la grande nouveauté en 67, 68, 69. C'était là où je faisais mon stage d'expertise pour leur expliquer comment ça allait marcher au niveau de la TVA. Aujourd'hui, vous êtes venus au monde avec la TVA, mais moi, j'étais pas venu au monde avec la TVA et j'ai dû apprendre beaucoup pour moi, mais comme j'étais prof, je savais parler et j'ai dû donc faire de nombreuses conférences autour des amicales de Lens, de Béthune, d'Arras, etc. Donc dans mon département pour évoquer tout cela. Et ensuite, j'ai eu une trentaine de stages que j'ai organisés sous l'égide du Conseil régional des experts comptables pour le nouveau plan comptable qui a été mis en route vers les années qui remontent au moins 25 ans en arrière, où j'avais donc presque 32 stages pour tous les experts comptables de ma région Nord-Pas-de-Calais à l'époque, puisqu'il n'y avait pas les grandes régions comme Monsieur Hollande l'a fabriqué voici quelques années. Donc, je ne vais pas vous parler plus longtemps. Je pense que j'ai déjà parlé pas mal de temps. Je vais vous souhaiter à tous une très bonne fin de journée, parce que là, je vous parle, il est presque 19 heures, et je vais vous souhaiter